messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La communication gouvernementale alimente la polémique. Ce vendredi, le responsable de la communication média du président de la République s'est prononcé sur la question. Vous l'entendrez dans cette édition. Le gouvernement préoccupé, j'allais dire plutôt le Bénin, qui va bientôt se doter d'une loi cadre sur l'aménagement de son territoire. Les députés ont voté à l'unanimité la loi qui vient renforcer les dispositions du Code foncier domanial. Et puis, le gouvernement préoccupé par l'assainissement du secteur de la microfinance, une séance de travail a réuni à cet effet le ministre du Travail, de la fonction publique, avec les partenaires techniques et financiers à Cotonou. Merci pour votre fidélité. Sachez qu'il y a eu du changement à la télévision et à la direction de l'ORTB. Le nouveau directeur général, Georges Amelon, a pris service cet après-midi même. Il y a eu donc c'est son prédécesseur, j'allais dire Stéphane Todomin, qui lui a passé le témoin. Vous aurez les temps forts dans nos prochaines éditions. Et puis, la réunion hebdomadaire des ministres suscite au fil des jours un grand engouement au sein des populations. Outre les grands dossiers qui sont débattus lors de ce conclave ministériel, c'est aussi et surtout les nominations prononcées à cette occasion qui ont fait les choux gras de la presse et se retrouvent au cœur de moult conversations. Les activités du président de la République, Patrice Talon, n'échappe pas à cette veillée médiatique, mais autre temps, autre mœurs, est-on tenté de dire. Dans tous les cas, la méthode adoptée par l'actuel régime depuis son installation tranche avec l'hypermédiatisation. Alors quels sont les tenants et aboutissants d'une telle option? Pour en savoir un peu plus, écoutons les précisions que nous donne Édouard Loco. Il est le chargé de mission du président de la République et le responsable de la communication média. À son élection, comme dit félicitations, son premier discours, qu'est-ce qu'il a dit? Non, on ne félicite pas un soldat qui va au front. Souhaitez-moi du courage, bonne chance. Et à la fin, lorsque nous allons remporter la guerre, je pourrai recevoir les félicitations. Il est au front et il se montrera chaque fois que de besoin. Pour le moment, lui, son style, c'est de travailler dans la discrétion, dans l'efficacité. Et autour de lui, c'est ça. Lorsque, d'ici à là, le soudeur du coin ou le ferrailleur du coin ne sera pas anxieux toute la journée pour savoir s'ils vont couper le courant aujourd'hui, combien d'heures vont couper le courant aujourd'hui, et que là, l'électricité en permanence, il saura que le président travaille. Les résultats. Et il a dit, les résultats seront au rendez-vous. C'est vrai qu'en matière politique, quelquefois, il faut montrer ce qu'on fait. Il montrera ce qu'il jugera utile de montrer. C'est vrai. Beaucoup de Béninois ont comme l'impression que nous sommes passés d'une hypermédiatisation à une hypomédiatisation. Les deux sont pathologiques, mais nous ne sommes pas dans l'hypomédiatisation, nous sommes dans la normomédiatisation. C'est la communication normale aujourd'hui. Par rapport au Conseil des ministres, je suis sûr que les Béninois ne sont pas nostalgiques des minutes de silence observées à la mémoire de nos belles-mères, de nos beaux-pères, dans les démocraties que nous copions. Avez-vous jamais vu un porte-parole du gouvernement venir à la télévision et lire le nom de ceux qui ont été nommés? Le porte-parole vient rendre compte des décisions importantes qui ont été prises. Les nominations, c'est des décisions individuelles. Et ça, le Conseil des ministres les énumère. L'obligation légale, c'est que le décret soit signé et publié au journal officiel. Ceux qui sont nommés le savent. Ils ne sont plus obligés aujourd'hui d'aller faire des messes et des prières. Ce qui importe aux Béninois, c'est les grandes décisions juste après le Conseil des ministres. Dans la même journée, le ministre d'État vient faire le compte rendu de l'essentiel. Au moins le mercredi, on connaît les grandes décisions qui sont prises. S'il y a quelques légitimes impatience à savoir si tel déjà été sauté ou si tel a été nommé, c'est vrai, ça c'est nous les médias. On peut dire nous sommes impatients de savoir. Pensez-vous réellement que le peuple est impatient de savoir qui dirige la SDE ou bien le peuple est impatient à ce qu'on mette fin au délestage?
Les Béninois ont une conception péjorative de l'État. Les contre-valeurs qui ont cours dans la société en sont la preuve. Victor Topanou l'a fait savoir au cours d'une conférence publique qu'il a animée hier. Le professeur de droit plaide pour une meilleure éducation pour changer les mentalités. Samuel Adimi, Yves Agorokwesi. Sans langue de bois, Victor Topanou dénonce ce qu'il appelle la conception péjorative que se fait le citoyen béninois de l'État. Pour lui, cet état de fait serait à la base des nombreuses dérives observées au sein de la société béninoise. Il faut bien admettre que c'est une conception péjorative parce que l'État n'est pas un gâteau. Il faut continuer de le répéter à nos compatriotes. Ce n'est pas un gâteau auquel on doit accéder pour prendre sa part, mais c'est plus un moyen pour réaliser le bien-être collectif. Et tant qu'on n'a pas compris ça, et qu'on a le sentiment que l'État finalement c'est pour que chacun vienne prendre sa part, nous observerons cette politique de l'impunité qui est devenue la politique publique la plus réussie dans notre pays, comme j'ai l'habitude de dire, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents parce qu'eux n'ont pas accès et qui ne prennent pas leur part, étant entendu que même ceux qui sont déçus aujourd'hui, c'est ceux qui ne cherchent qu'une chose, c'est arriver à leur tour à prendre leur part. À ces dérives, l'ancien ministre de la Justice ajoute le triomphe de l'argent et ses corollaires en politique, mais aussi le triomphe de la médiocrité dans l'administration publique. La thérapie du professeur de droit est claire, des états généraux de l'éducation. La seule façon pour que, de façon collective, on en arrive à avoir tous la même idée de l'État, la nature de l'État, que nous ayons une conception commune, les moyens de l'État, les missions de l'État, il faut plutôt qu'on aille tous à un débat général. Faute de quoi, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Maintenant, d'autres ont d'autres formules pour l'exprimer, que ce soit les assises nationales, il y a ceux qui veulent une conférence nationale bis, mais encore faut-il qu'on sache ce qu'on veut mettre dedans. Faut-il espérer l'avènement d'un homme de type nouveau? La position de Victor Topanou sur la question est sans embâche. Non, c'est un discours qui me fait peur, dont je me méfie, parce que toutes les fois où on a été à la recherche d'un nouveau type d'homme ou d'un type d'homme dans son ensemble, on est allé vers la dictature. Et ce fut le cas de Hitler, ce fut le cas des révolutions marxistes-léninistes qu'on a connues un peu partout sur le continent et aussi chez nous d'ailleurs. On a eu l'école nouvelle pour créer un homme nouveau, mais on n'est jamais réussi, on n'est jamais parvenu à créer un homme nouveau. En revanche, le conférencier nourrit l'espoir de voir les mentalités béninoises se métamorphoser pour une meilleure appropriation du concept de l'État. L'Union fait la nation s'organise pour mieux s'installer dans la dynamique du nouveau départ. Alors, elle organise ce dimanche au Champ d'Oiseaux à Cotonou une journée d'explication à ses responsables au plan national. Théophile Mocho, membre du bureau politique de l'UN, nous en parle. Il est interrogé par Jérôme Rombo et Patrick Bénon. Ce n'est pas la convention ou un congrès, mais ce sont les têtes de pont de chaque département que nous invitons. L'organisation des femmes, l'organisation des jeunes, les coordonnateurs dans chaque commune et les députés anciens comme nouveaux de l'Union fait la nation, les maires et les membres des partis composant l'Union fait la nation et les adhérents directs aussi qui enverront de délégations pour que nous réfléchissions sur 3 thèmes qui sont le fonctionnement de l'UN et de ses structures, l'avenir de l'UN. Doit-on continuer de garder l'UN comme une alliance ou est-ce que nous passons à la fusion? Actuellement, il y a 11 formations politiques qui composent l'UN. D'autres sont en train de frapper à la porte pour arriver. Il faut que nous prenions les décisions idoines pour mieux nous préparer pour le futur. Et le troisième panel, c'est concernant les organisations de masse, les jeunes, les femmes. À quel niveau d'organisation ces groupes se trouvent aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ferons par rapport au choix que nous indiquerons, la base? C'est à cet exercice-là que nous allons nous essayer le dimanche. Mais en même temps informer nos militants par rapport au pouvoir qui s'est installé. Donc le dimanche 29 mai à 9h30 au Champ d'Oiseaux, chaque militant devrait être déjà en place, faire les formalités au niveau du secrétariat
de l'organisation de la journée. Et à 10 heures, nous démarrons effectivement les travaux. L'assainissement du monde du secteur de la microfinance au centre d'une séance d'échange entre le ministre de la fonction publique et les partenaires techniques et financiers du Bénin. L'objectif envisagé est identifier les défis du secteur qu'on pourrait relever avec la contribution des partenaires financiers de notre pays. Reportage Awa Chérif, Mathieu Soken. Des poignées de main entre le ministre de la fonction publique et des affaires sociales avec les partenaires techniques et financiers. Il s'agit de faire l'état des lieux de la situation en vue d'améliorer le secteur de la microfinance au Bénin. On est arrivé à un large consensus sur le fait qu'on peut compter avec la microfinance lorsque nous sommes en train de régler les questions d'inclusion financière et de réduction de la pauvreté dans notre pays. Et ceci explique d'ailleurs l'expansion rapide que les activités de microfinance ont eu au Bénin et le soutien d'ailleurs dont le secteur a fréquemment et largement bénéficié de la part des principaux acteurs tels que l'État. La vision, c'est que le Bénin dispose d'un secteur de microfinance assaini, professionnel, intégré au secteur financier et contribuant efficacement à l'accès durable à une gamme de services financiers diversifiés pour l'ensemble de la population d'ici à 2025. Les partenaires techniques et financiers sont en parfaite convergence avec le cadre du ministère sur l'état des lieux. Le secteur de la microfinance ces dernières années a progressé énormément, mais il reste qu'il y a encore un certain nombre de difficultés qu'il convient nécessairement de résoudre. Travailler à la professionnalisation des acteurs. Il faudrait de plus en plus un peu plus que par le passé, que les institutions de microfinance soient de plus en plus professionnelles et offrent des services financiers adaptés aux populations. Assainir le monde de la microfinance, une préoccupation majeure du ministre de tutelle. La professionnalisation du secteur de la microfinance, la promotion du financement de l'agriculture et des produits innovants, le renforcement de l'accès des CFD aux ressources financières adaptées. L'enjeu est important et nécessite un engagement soutenu dans la durée de l'ensemble des acteurs pour le développement de la microfinance au Bénin. Une séance qui vient ainsi confirmer l'importance qu'accorde le gouvernement au secteur de la microfinance. Une table ronde des partenaires techniques et financiers est prévue dans les tout prochains jours. En prélude au démarrage des examens de fin d'année, le maire de Cotonou a pris l'initiative d'aménager les voies d'accès au centre d'examen. Alors pour vérifier le niveau d'avancement des travaux, Léa Divina-Soglou et sa délégation ont sillonné ce vendredi quelques centres d'examen retenus sur son territoire administratif. Alexis Séguémon, Marie-Luce Perrin. À partir de mai, quand il n'y a plus, c'est que l'école est inondée. Il y a de l'eau partout. Et très souvent, les enfants restent les pieds dans l'eau pour composer. Certains centres d'examen de Cotonou, difficiles d'accès en cette période de pluie, sont pris en charge par la mairie de Cotonou. Et c'est à travers des travaux d'aménagement de voies que le maire Léa Dissoglo veut satisfaire aux demandes de ses administrés. Les centres d'examen avaient, disons, quelques difficultés d'accès à cause de la saison pluvieuse et nous avons décidé de donner des instructions à nos services techniques pour qu'on puisse trouver des solutions qui puissent permettre à ceux qui vont aller aux examens d'aller et venir sans grande difficulté. Donc il y a des travaux de reprofilage, de rechargement, on a remblayé, ouvert des tranchées, on va acheminer du sable pour pouvoir permettre effectivement à tous ceux et à toutes celles qui viendront dans ces centres d'examen de pouvoir le faire en toute quiétude et de se concentrer sur l'essentiel, à savoir réussir leurs examens. Et donc nous créons les conditions pour que nos apprenants qui vont aux examens puissent le faire dans le succès. Cette sortie du maire de Cotonou intervient quelques jours avant le démarrage des examens de fin d'année pour qu'ils connaissent le niveau d'avancement des travaux afin de prendre d'autres dispositions pour satisfaire sa population.
Et puis lancement ce matin à Cotonou de la plateforme web de gestion intégrée de la vie scolaire dénommée Scodelus, une innovation scientifique et technologique pour une gestion efficiente des statistiques dans nos lycées et collèges conçue par la société Top System Bénin. Clotaire avec nous, Patrick Benoît. Une plateforme qui offre plus de fonctionnalités, plus de précision et plus d'efficacité. Des technologies de l'information et de la communication au service du monde scolaire, c'est ce que se propose la plateforme Scodelus. Il s'agit de distribuer des informations sur les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, les notes, les calendriers d'examen, les emplois du temps, les absences constatées des élèves. En somme, des statistiques fiables pour la bonne éducation dans les lycées et collèges ciblés dans cette gestion intégrée de la vie scolaire. Les parents peuvent rester en contact permanent avec leurs enfants. Les établissements peuvent gérer de façon efficiente leur établissement, peuvent avoir, les fondés d'école peuvent avoir des informations probantes sur leurs différents sites et sur les écoles où qu'ils soient. Et les structures centrales comme ministère et consorts peuvent avoir les statistiques fiables à temps réel. Je précise à temps réel sur la plateforme, les statistiques qui étaient très difficiles à avoir jusqu'alors. L'élément essentiel, c'est de pouvoir doter les établissements des ordinateurs. C'est pour cela que nous lançons un vibrant appel aux structures centrales, ministères et surtout aux partenaires de l'éducation, l'Union européenne, tous ces partenaires, à venir renforcer la mise en œuvre de cette plateforme afin que ces établissements puissent avoir les outils nécessaires pour la mise en œuvre de cette plateforme qui, je rappelle, sera très bénéfique pour les structures centrales. Nous allons faire jouer notre partition au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, voir comment accompagner pour que le produit, on puisse faire la vulgarisation comme il le faut. Nous allons voir avec le promoteur comment il faut faire pour que, dans le cadre de la vulgarisation, de l'innovation, nous allons voir comment faire par étapes pour que ça puisse atteindre tous les établissements. La plateforme web de gestion intégrée de la vie scolaire, dénommée Scodelus, est une innovation scientifique et technologique de la société Top System Bénin qui a décroché en 2009 le premier prix de la catégorie délivrée par le Centre béninois de la recherche scientifique et technique, CBRST. Le complexe scolaire Jean-Paul II du renouveau charismatique d'Apapa Donatin a célébré ce vendredi ses 10 ans d'existence. Moment de joie pour enseignants et élèves qui sont venus remercier l'Éternel au cours d'une messe d'action de grâce dite à l'occasion. Alain Dossievo, Daniel Adam. C'est au cours de la rentrée académique 2006-2007 que le complexe scolaire Jean-Paul II du renouveau charismatique catholique RCC d'Apapa Donatin a ouvert pour la première fois ses portes aux apprenants. 10 ans déjà que ce lieu du savoir s'est mis au service de la formation des fils et filles de ce quartier de Cotonou. C'est cet événement que responsables, enseignants et élèves sont venus honorer à travers cette messe d'action de grâce célébrée par le père Delphin Vigan. Moment d'allégresse, mais aussi d'enseignement. Et le célébrant en a profité pour appeler les élèves à être charitables, généreux et savoir apprendre à accueillir l'autre et à faire œuvre utile. Utilisant le symbole du figuier comme pour le peuple d'Israël, le père célébrant a demandé aux élèves d'être des figuiers qui produisent des fruits. L'homme qui se penche vers Dieu, vers la parole de Dieu, pour se nourrir de la parole de Dieu et se laisser irriguer par l'Esprit de Dieu qui jaillit du cœur du Christ, voilà celui dont l'intelligence s'ouvre à la connaissance et à la science, à l'intelligence divine, spirituelle, et il pourra produire du fruit en tout temps. 10 ans au service de la formation, ça donne un motif de satisfaction. Nous avons une grande satisfaction de voir ce que Dieu a permis de faire. Le complexe est classé 4 étoiles. Les résultats des différents examens ont montré que nos promesses ont été vraiment réalisées, que nos attentes ont été atteintes. Et aujourd'hui, c'est avec une grande satisfaction que nous disons merci au Seigneur et à tous les acteurs à divers niveaux, tous ceux qui ont contribué à ce succès-là. Malgré que j'ai eu à faire une série scientifique dans la série D, j'ai eu à bénéficier des cours de langue d'allemand. Donc je suis très reconnaissant aujourd'hui et je suis très fier de revenir encore pour témoigner de cela. Ici, il faut se donner à fond, il faut faire le travail, il faut
approfondir ce qu'on donne, le peu qu'on donne ici, pour pouvoir approfondir ça, pour pouvoir donner de meilleurs résultats. Cette messe d'action de grâce donne ainsi le top aux journées culturelles du complexe scolaire Jean-Paul II du renouveau charismatique catholique RCC d'Apapa-Donatin. C'est à l'unanimité que les députés de la 7e législature ont voté la loi cadre sur l'aménagement du territoire en République du Bénin. Une loi qui vient renforcer les dispositions du code foncier et domanial. Guillaume Avienne. Il a fallu toute la journée de ce jeudi pour permettre aux députés de la 7e législature pour voter la loi cadre sur l'aménagement du territoire en République du Bénin. Le document voté à l'unanimité des parlementaires comporte 54 articles regroupés en 7 titres. Il n'y a pas de zones industrielles par le passé, même à Papa qu'on appelait les zones industrielles, aujourd'hui je pense que c'est vraiment zones industrielles. Il n'y a pas de zones dédiées au tourisme, au commerce, etc. Si avec l'avènement de cette loi, l'on pouvait vraiment dans la réalité des faits traduire ces ambitions, ça aurait été vraiment intéressant. Nous constatons simplement que dans nos villes, il n'y a même pas un plan de ville. Absolument pas. Quelle est la cause? Selon moi, la cause première, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la guerre, le nœud de la guerre. Sans argent, sans subvention, sans rien. Je crois que c'est inutile que nous passons notre temps ici à voter des lois si on ne met pas à la disposition des municipalités, de nos communes, les moyens réels pour travailler correctement. La loi cadre sur l'aménagement du territoire, introduite au Parlement sous forme de projet lors de la législature précédente, vient donc renforcer les dispositions du Code foncier et domanial en République du Bénin. Elle constitue un précieux outil de développement selon les nouvelles autorités en charge de l'aménagement du territoire. La commission du plan a présenté assez largement les objectifs de cette loi et le but final visé. Je voudrais rassurer que la création du ministère du cadre de vie et développement durable voudrait renforcer le lien qui doit exister entre l'aménagement du territoire, le développement urbain, l'habitat et la construction et l'environnement, la synergie qui doit exister entre ces différents secteurs pour créer un cadre de vie amélioré et intégré permettant l'action de tous les facteurs économiques sur le territoire national. Le vote de la loi cadre sur l'aménagement du territoire aura donc occupé les députés toute la journée de ce jeudi. Les autres points inscrits à l'ordre du jour de la plénière, dont 2 questions d'actualité posées au gouvernement par le député Éric Rouneté, ont été reportés à une date ultérieure. Lundi prochain, les présidents de commission du Parlement se retrouvent en conférence. Depuis le 23 mai dernier, le nombre d'enfants porteurs de bec de lièvre ont retrouvé le sourire grâce à la mission de l'ONG Emergenza Sorici. Le bilan, selon le responsable de l'ONG, est bien satisfaisant, mais l'intervention continue jusqu'au 3 juin prochain. On écoute le président international et le représentant exécutif au micro de Jean-Claude James. Nous avons déjà opéré presque 50 enfants. Presque 50 enfants, nous avons visité plus que 100 malades et on y va travailler avec les médecins de l'Ibénine, que c'est très important pour nous, pour l'après-midi, pour le partenariat, pour les partenaires de l'information. Et qu'est-ce que vous avez fait avec la médecine du Bénin? Il a participé dans la chirurgie avec moi, avec mon collègue. Il a fait la chirurgie même. Je suis très content d'être ici pour remercier votre pays, votre soutien. Il arrive encore une équipe de l'Italie parce que les besoins ici c'est beaucoup et alors on y va concentrer plus travail. Nous sommes là encore jusqu'au 2-3 juillet pour la prise en charge gratuite de ces différentes pathologies qu'on appelle bec de lièvre, séquelles de brûlure. Il y a la maladie du Noma, qui est une maladie très importante. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé un cas réel, on a trouvé à peine 1-2 cas de Noma déjà rétablis, mais le Noma c'est plus la prévention. La prévention pour la prise en charge de ces personnes-là, parce que c'est une maladie qui tue rapidement les enfants de 1 à 6 ans. C'est une infection qui se manifeste comme un ulcère dans la bouche et qui détruit les tissus mous
du mâchoire. Donc pour cette maladie, c'est plus la prévention que nous avons déjà commencé. Nous avons déjà le soutien de la conférence épiscopale du Bénin ainsi que la CEI. Nous exhortons la population, s'ils peuvent contacter le ONG Benassa Soressi au 97 64 53 62 ou le 95 48 96 97. Nous sommes à l'hôpital de zone d'Agoumé-Calavi. Au Conseil national des chargeurs du Bénin, Antoine Dayori prend désormais les commandes. La cérémonie de passation de charge a eu lieu en présence des acteurs des transports. Plus de détails avec Jérôme Bois. C'est désormais fait. Antoine Dayori est le nouveau directeur général du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. C'est une décision du dernier Conseil des ministres du président Patrice Talon qui vient ainsi tourner la page de la gestion de cet organe pour un avenir meilleur. Le nouvel occupant connaît parfaitement les lieux. Il prétend offrir le meilleur de lui-même afin de justifier le nouveau départ. Il dit avoir 3 priorités. Premièrement, développer avec le monde des chargeurs et l'ensemble des partenaires du CNCB une relation commerciale dynamique, suffisamment ouverte pour attirer vers nous d'autres chargeurs, aussi bien de la sous-région que du monde. Deuxièmement, pour renforcer et améliorer l'image du CNCB dans la chaîne des activités portuaires et des transports, afin d'en faire un outil de référence nationale et internationale. Troisièmement, et pour renforcer de façon continue les capacités opérationnelles des travailleurs du CNCB. Rassurons-nous donc, je ne viens pas ici et je ne serai venir à la tête du CNCB avec des idées toutes faites, préconçues et d'autres préjugés de nature à me rendre sourd à tous les conseils et contributions, notamment ceux des syndicats des travailleurs et de nos usagers. Antoine Dayori se fixe comme premier champ d'action un diagnostic participatif sur toute la chaîne des transports. Évaluer de façon objective le niveau d'exécution physique et financier des activités fixées pour le compte du premier trimestre. C'est l'objectif du ministère des Sports qui a organisé hier un atelier de revue de plan du travail annuel 2016. Les activités de cette séance de travail ont eu pour cadre le stade de l'amitié. Mathieu Kérékou de Cotonou, reportage. Le plan de travail annuel est la Bible de tout ministère, en ce sens qu'il reste le document de référence et il est normal qu'à un moment ou à un autre, il soit revu en vue d'être amélioré, voire actualisé. Et c'est donc à une réunion statutaire que nous sommes, puisque il est prévu que les PTA soient revus à la fin de chaque trimestre. Pendant longtemps, les PTA ont été la compilation des souhaits des différents directeurs et que nous avons pendant de longues années dans notre pays fait des PTA qui au bout de l'année ne sont pas réalisés entièrement. Je voudrais espérer qu'à partir de maintenant, tous les PTA qui vont être faits vont être la compilation de projets et programmes bien pensés, dont la mise en œuvre ne devrait souffrir d'aucune difficulté afin que, au terme de chaque trimestre et au terme de l'année, nous puissions donc nous satisfaire d'avoir accompli ce que nous avons prévu de faire au cours de l'année. La revue du PTA de 2016 va contribuer à préparer ce nouvel élan, ce nouveau départ du ministère des Sports que je souhaite et que le chef de l'État souhaite également. À l'étranger, la présidente sud-coréenne est en Éthiopie devant l'Union africaine. Elle a plaidé pour un partenariat Afrique-Corée du Sud. Pendant ce temps, l'opposition congolaise compte ses victimes après les manifestations interdites hier. Suivez le récit de Samuel Adimi. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye, en visite en Éthiopie, s'est adressée ce vendredi aux différents commissaires de l'Union africaine. Cette adresse intervient au moment où les entreprises sud-coréennes s'efforcent à étendre leur activité sur les marchés africains.
ce qui pourrait donner un coup de pouce à la 4e plus grande économie de l'Asie, selon les rapports des médias locaux. En ce moment, un certain nombre d'entreprises coréennes sont établies en Afrique afin de promouvoir les bénéfices communs d'une coopération économique en créant des emplois et transmettant des technologies. Si les abondantes ressources humaines et naturelles de l'Afrique sont associées à la technologie et le capital de la Corée, d'énormes synergies peuvent en résulter. Servons réellement l'économie africaine. Le système de paiement par mobile qui s'est récemment développé en Afrique est une preuve que l'Afrique ne se limite pas aux industries traditionnelles. Nous pensons que ceci est un important partenariat pour l'Afrique, étant donné les forces et les capacités similaires que la Corée du Sud et l'Afrique possèdent. Nous espérons que ce partenariat renforcera notre expertise et nos projets en matière de production, d'infrastructures du secteur maritime, du développement des compétences, parmi d'autres domaines que nous avons mutuellement identifiés. Une policière et un manifestant ont été tués jeudi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces violences ont eu lieu lors des manifestations hostiles au président Joseph Kabila, qui avaient été interdites par les autorités locales. Ces informations recueillies par l'ONU ont été démenties par la police congolaise. Selon le chef de la police de Goma, aucun de ses agents n'aurait été tué pendant l'intervention. Pour le colonel Mwana Poutou, porte-parole de la police nationale congolaise à Kinshasa, le civil tué à Goma est un pillard tué par une balle, parti lors d'une rixe entre un groupe de jeunes et un agent de police à qui il tentait de subtiliser l'arme. Nous voulons qu'il y ait des élections. Vous comprenez? Nous demandons des élections. Le mandat du président Joseph Kabila est fini et il doit partir. Ces heurts interviennent alors que l'opposition manifeste pour contester un autre mandat du président Kabila. Eh bien, ce journal va se refermer. Avant de nous séparer, quelques informations sur nos programmes. Eh bien, le programme prévoit à 21h un entretien sur le thème « Les jeunes et la santé de la reproduction ». À 22h, le feuilleton « Les choix d'amour ». Le journal du soir est à 23h30. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci et à demain.